Allez, nous on continue ici en studio à parler d'e-santé, à parler d'intelligence artificielle. Et cette fois-ci, on va s'arrêter sur un focus très précis. Comment est-ce que le deep learning peut nous aider en matière d'oncologie, de détection même des cancers? Pour ce faire, Antoine Denier, le directeur santé de Microsoft, nous a rejoint, et Carlo Lucchesi pour l'Institut Bergonié. Vous êtes le chef d'équipe en bioinformatique. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire très exactement dans un instant. Damien, tu es toujours là, évidemment, à nos côtés, je suis toujours là, pouvoir je confirme. Sauter sur l'occasion de donner une réaction ou une question sur les réseaux sociaux, puisque vous le savez, vous pouvez rejoindre la conversation tout au long de ces directs avec le hashtag Expérience 2018, Expérience au pluriel, bien sûr. Est-ce qu'on a d'ailleurs justement des questions ou des réactions? Non, pas pour l'instant, pas de réaction. Oui, voilà. C'est une intervention grande utilité sur ce coup-là. Absolument. Une intervention prédictive. En tout cas, on va essayer de comprendre exactement comment l'Institut Bergonié aujourd'hui utilise l'intelligence artificielle. Alors, on a parlé dans le plateau précédent de la façon dont justement les outils d'IA, au pluriel là aussi, pouvaient nous aider sur tout un tas de détections, de pathologies, le fait de soigner, le fait de guérir, le fait de changer aussi la relation entre patients et médecins. Maintenant, si on fait vraiment ce focus sur la détection des pathologies, en particulier en matière d'oncologie, ça donne quoi, Carlo? Comment vous utilisez l'IA au quotidien? Je pense que d'abord, il faut préciser que l'introduction de l'IA, on ne se fait pas dans un jour. C'est un processus qui ça requiert aussi de compétences de change management, comme on dit en général. Et donc, dans le spécifique, partie de mon métier, à ce moment, c'est de mapper les besoins de l'Institut, des cliniciens, des biologistes, par rapport à ce qui est disponible dans la littérature, ou dans le commerce, ou dans l'open source, en termes d'algorithmes. C'est une étape essentielle parce qu'il ne faut pas se tromper des cibles. Donc, il faut vraiment cibler les besoins des cliniciens pour se contenter après de travailler avec nous. Et est-ce que justement les outils d'intelligence artificielle qui permettent justement de cibler, de targeter de façon très fine certaines données et certains besoins pour ensuite les traduire en algorithmie sont essentiels pour vous aujourd'hui? C'est quoi? C'est votre scalpel de data? Oui, en effet. Et en effet, donc, faire une petite histoire. Donc, normalement, dans le métier que c'est le mien, qui sont métiers mixtes de biologie et d'informatique, donc il faut avoir une espèce de double formation pour comprendre le langage de la biologie et de la génétique et comprendre aussi les algorithmes. Donc normalement, ça fait des décennies qu'il y a des débats à l'infini sur c'est quoi le meilleur algorithme pour pouvoir détecter certaines mutations. Alors il se trouve, c'est connu, qu'en effet, il n'existe pas le meilleur algorithme. Il y a des algorithmes qui sont collés, qui sont justifiés par le fait qu'on a utilisé certaines données pour pouvoir les construire. Donc, il y a un biais qui s'est associé à un type de données spécifiques. Donc, l'intelligence artificielle et en particulier le deep learning, c'était une technologie qui permet effectivement de se généraliser bien à plusieurs types de données et donc ne pas avoir le biais de tous les algorithmes existants. Un exemple dans le spécifique que nous avons utilisé à l'Institut pour la détection des variantes génétiques. Il y a une dizaine d'algorithmes, chacune a un bon côté, mais aussi des défauts. Et on a utilisé récemment un algorithme qui s'appelle Deep Variant. C'est un algorithme qui a été conçu il y a 2 ans par Google dans leurs équipes, qui était reconnu, mais pas trop bien jugé dans la communauté parce que c'était un algorithme un peu étrange et qui était republié récemment en 2018, même pas un mois. Donc, c'était officialisé, sacralisé dans Nature Biotech, que c'est un des journaux les plus importants reconnus de la communauté mondiale. Donc, je pense que cet algorithme change la donne parce que ça permet effectivement de pouvoir donner une réponse généralisée sur plusieurs plateformes techniques, sur plusieurs types de génétique humain ou animale. Et donc, c'est vraiment une aubaine pour nous. Mais si j'entends bien, ça veut dire que pendant longtemps, il y a encore eu une espèce de snobisme, si j'ose dire, de la communauté médicale et scientifique vis-à-vis de ces outils. Antoine? Pour toutes les questions qui ont eu lieu de la session précédente, principalement, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ça fait une jointure, où effectivement, a-t-on confiance en l'IA, quelle est l'éthique, mais des questions qui se posent toujours, mais qui se posent un peu moins quand même dans les instituts de recherche qui ont besoin de travailler sur des cas cliniques concrets et pas de produire de la littérature, on va dire ça comme ça. Et donc typiquement, enfin, je rejoins un peu ce que vient de dire Carlo, c'est que une IA géniale, ça n'existe pas. Il y a tout plein
d'IA. Il y a tout plein de notions ou de gradations de ce qu'on appelle IA. Après, c'est est-ce que cet algorithme, est-ce que cette IA, elle est pertinente pour mon cas, pour ce que je veux faire, pour le futur? Est-ce qu'elle est quelque part éthique? Parce qu'il faut quand même bien se poser aussi cette question. Est-ce qu'elle est de confiance? Voilà, donc une fois que j'ai réuni tous ces éléments, c'est comment je vais l'intégrer dans ma routine clinique pour, in fine, faire en sorte que le clinicien, le docteur, l'infirmière, donc le professionnel de santé, puisse être augmenté, alors non pas au sens salarial du terme, je précise tout de suite, mais je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. j'ai déjà eu la question, c'est pour ça, donc pour être augmenté, donc pour augmenter ses capacités à quelque part prendre une meilleure décision, mieux traiter, être plus efficace, passer plus de temps en conversation avec le patient. C'est plutôt, en gros, pour moi, la meilleure IA, c'est celle qu'on ne voit plus. C'est celle qui, du coup, rentre dans les réflexes, devient naturelle et finalement fait partie de la fiche de poste, si j'ose dire, du chirurgien ou du médecin. Et puis, comme toute technologie qui s'intègre et qui est mature, on ne la voit plus parce qu'elle fait partie intégrante de l'acte. Voilà. Et puis dans 3 ans, on animera une autre session avec un autre mot. Exactement. Carlo. Je pense que aussi il y a un aspect de volume, de coût, qui n'est pas négligeable, dans le sens que si on se met justement à voir ce qui se passera en France dans quelques années avec le plan France Génomique et Médecine, qui vise à donner une thérapie ciblée à l'aide des technologies de séquençage. Donc, il y aura 200, 300 000 patients chaque année, divisés sur 10 centres. Chaque centre aura 20, 30 000 patients chaque année. Et chaque mois et chaque jour, ça fait des centaines de patients qui doivent être analysés et interprétés. Je pense que c'est des volumes qui sont surhumains. Donc, on a une nécessité vraiment d'accepter l'IA, en quelque sorte. Je pense qu'on ne pourra pas faire sans ça. Après, mon opinion, c'est que il ne faut pas effrayer les gens. Je pense que là, on ne parle pas vraiment d'une intelligence qui nous contrôle. On parle plutôt d'une intelligence augmentée. Donc, je pense que c'est le mot utilisé. Je pense que dans tous les métiers, dans la santé, il y aura la possibilité d'avoir une espèce d'avatar, nos copains, qui n'est pas notre ennemi, qui nous aide à résoudre des problèmes qui sont insurmontables pour nous, parce qu'ils sont multidimensionnels. On aura tellement de choses. Et donc, cet avatar va couvrir la partie du temps que nous n'avons pas, et nous pouvons nous focaliser sur la vraie valeur ajoutée de notre métier. Et dégager du temps justement pour entretenir cette relation humaine, patient et praticien. Si on revient justement à la façon dont cet outil d'intelligence artificielle vous a aidé à l'Institut Bergonié jusqu'à présent, j'ai bien compris qu'il y avait une partie de détection des pathologies, de reconnaissance donc d'un futur diagnostic ensuite à pouvoir adjoindre à cette pathologie. Est-ce que concrètement, l'IA, elle peut aussi vous aider à s'assurer que le patient suit bien son traitement? Est-ce qu'il y a aussi cette velléité d'utiliser l'IA dans l'application et dans le traitement? Je pense qu'il y a des expérimentations dans ce sens-là. Dans le cas de l'oncologie, je ne pense pas encore. Je pense plutôt que, si vous voulez bien, l'intérêt, c'est déjà surtout comment utiliser bien l'IA pendant les moments du suivi du patient. Parce qu'il y a des moments qui sont très importants dans la thérapie courante. C'est des réunions qu'on appelle des réunions de consultation pluridisciplinaires, les RCP, où effectivement il y a plusieurs acteurs autour d'une table. Il y a des cliniciens, des biologistes, des bioinformaticiens comme moi, des associés de recherche clinique qui ont tout un tas de données et ils ont un temps limité, c'est presque 10 minutes, 20 minutes, pour pouvoir dire c'est quoi la meilleure thérapie à donner à un mois, à ces moments, pour le patient. Pour se retrouver après un mois, quand où il y a un reshoot, où il y a un nouveau suivi, pour dire j'ai des nouvelles données, qu'est-ce que c'est la thérapie qu'il faut continuer ou arrêter. Et donc, pour faire ça, c'est tellement vaste l'ensemble des données qu'on a à disposition qu'il faut l'IA. Donc, je pense que les premières étapes que nous proposons et dont nous avons un grand projet qu'on cherche à lancer à l'Institut, c'est vraiment de comment donner un outil d'intelligence artificielle pendant ces réunions-là à l'ensemble des participants à ces moments des prises de décision. Donc vraiment, alors voilà, vous avez prononcé le mot,
IA, dans ces cas-là, utilisé comme vraiment un outil d'aide de prise à la décision Exact. et au meilleur traitement pour le cas pratique qui du coup, s'offre à vous en fonction du stade dans lequel est le patient au moment de ce traitement-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, fournisseurs de solutions, si je vous remets avec une casquette Microsoft, Antoine, clairement? Ça veut dire que là aussi, il faut vraiment écouter les éléments dont peuvent vous témoigner les praticiens, les chirurgiens, les oncologues, pour adapter les solutions de votre côté aussi? Alors, donc, typiquement, juste pour repositionner le rôle de Microsoft dans ce type de projet, hein, notre rôle, il est principalement, on a parlé d'une masse énorme de données, c'est une première composante. Rien que pour vous illustrer, on s'attend à ce qu'en 2022, le nombre de données liées à la génomique soit l'équivalent de 20 fois le trafic de Netflix ou de YouTube à aujourd'hui. Wow. Rien que pour vous donner quand même une idée de la masse de données dont on parle, hein. Donc ça, c'est un premier point, la masse de données. Donc il faut avoir des grandes capacités de stockage de données. Le deuxième point sur lequel nous intervenons, c'est il faut entraîner des modèles. Et ça nécessite une masse très importante de puissance de calcul, de puissance de compute. Donc c'est le cœur du métier de Microsoft, hein, au travers d'un cloud qui s'appelle Azure, hein. Donc c'est le deuxième point. Et le troisième axe, c'est effectivement les engines, si je puis m'exprimer ainsi, d'intelligence artificielle. Si vous êtes ici chez vous. D'intelligence artificielle. Donc, nous avons nous-mêmes nos propres engines de deep learning, qui s'appellent le CNTK, mais dans le cadre, par exemple, de projets que nous travaillons avec Bergonié, le deep learning de Google, qui s'appelle Deep Variant, est entraîné sur les plateformes Azure. D'accord. Donc, nous sommes dans un monde interopérable. Bien souvent, à ma connaissance, toutes les engines de deep learning sont en open source, donc il y en a plusieurs. C'est pour ça que nous, notre rôle, c'est vraiment d'avoir la plateforme de stockage et de calcul qui puisse accueillir toutes les engines d'IA qui vont être pertinentes dans le cas. Et ça peut être de multi-activités de deep learning, parce que là, on parle de deep variant sur cette approche-là, mais on est en corollaire, on en parlera peut-être après, mais il n'y a pas que la génomique, il y a aussi tout ce qui est autour de l'immunologie, il y a aussi autour de tout ce qui est l'analyse de la radiologie qui rentre dans la construction d'une plateforme de médecine de précision. Et là, on va potentiellement utiliser d'autres engines de deep learning. Et donc ça, nous, notre rôle, c'est d'être un fournisseur de ces plateformes, alors avec quand même des points importants, des points très importants, pardon. C'est il faut que cette plateforme soit de confiance, mais c'est vraiment important. Donc il faut des plateformes certifiées de données de santé, parce que nous avons annoncé ce matin. Une certification. Une certification de données de santé. Ça, c'est le premier point. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plateformes cloud respectent les plus hauts niveaux de standards de sécurité et également de respect de la donnée de santé, parce que le métier de Microsoft n'est pas de se rémunérer sur la donnée. Vous me faites plaisir, ça fait plaisir de le préciser, merci. Je Au le moins, je précise. sais que vous ne revenez pas sur mes données santé. Donc aujourd'hui, le principe, c'est d'être agnostique finalement dans l'accueil de ces différentes données sur le serveur. Exactement. Le métier de Microsoft, c'est d'accepter tous les frameworks, tous les engines de deep learning, quelle que soit leur obédience, d'offrir la puissance de calcul, la puissance de stockage de manière sécurisée, en respect des législations des pays, notamment la France en ce qui nous concerne, et surtout de ne pas nous positionner en concurrent ou on n'a pas de velléité à monter une offre médecine de précision par Microsoft sur le marché. Suivez maintenant avec gros clin d'œil à Google en la matière, même si c'est un partenaire sur d'autres... Mais ce n'est pas du tout notre approche. Et donc typiquement l'approche, c'est la conversation que nous avons à l'heure actuelle, c'est de travailler avec des personnes qui excellent dans ce métier, ici les cancers rares, qui est un acteur mondialement reconnu sur le cancer rare, et de travailler avec eux pour qu'ils puissent bâtir une solution pour en faire bénéficier l'ensemble de la planète. Alors, c'est des intentions forcément louables, mais quand même, j'ai une question et qui est un petit peu induite aussi par le débat qu'on avait juste avant avec Clément Gors, Cécile et Jérôme, par exemple, Leleu, qui était quand même de se dire, est-ce qu'on ne va pas vers, du coup, malgré la puissance de calcul fournie par des acteurs comme Microsoft pour processer et traiter les données que vous avez besoin d'identifier dans ces pathologies, particulièrement en matière de cancer rare, est-ce qu'on ne va pas quand même vers de la médecine à deux vitesses avec une médecine hyper personnalisée, hyper performante, parce que
aidée par des acteurs extrêmement puissants de la gestion de ces données, et d'un autre côté, une médecine finalement publique qui prendrait plus de temps à prendre des décisions en matière d'innovation. Le cas typique, c'est aujourd'hui, l'actualité en matière de santé, c'est le DMP qui commence à arriver pour les patients français, et encore qui est sur la base du volontariat, et qui récupère quelques maigres données de santé par rapport à l'ensemble des données qu'on pourrait justement aller chercher pour aller vers une médecine de précision. Donc, est-ce que c'est finalement normal de voir un hôpital public qui fait de la R&D un petit peu comme il le peut en fonction des occurrences qui lui sont proposées, et derrière un secteur privé, notamment côté hôpital et côté clinique ou côté institut, qui peut se donner les moyens d'aller vers de la médecine de précision parce qu'elle peut aussi s'adjoindre les services et les partenariats d'acteurs puissants en la matière. Question longue, réponse courte. Vous avez le droit. Oui. Non, mais je comprends bien la question. Après, je pense qu'il y a des choses, il ne faut pas fermer les portes. Dans le sens que, je répète, il y a des volumes, il y a des challenges tellement énormes qu'on aura besoin de tout le monde. Et je pense que tout le monde trouvera à gagner, soit au niveau public, soit au niveau privé. Après, si vous me faites poser ces questions-là, je veux vous dire, au début du siècle, quand il y a eu l'invention des antibiotiques et de la pénicilline, probablement c'était des choses qui étaient pour un certain milieu social. Et après, ils ont été redistribués. Donc, il faut voir les choses aussi en termes de vagues. Les inventions, clairement, viennent des gens qui se prennent un risque. Et pour se prendre un risque, il faut des financements. Il faut beaucoup de financements. Si on n'a pas les financements, on ne peut pas prendre le risque, on peut faire des inventions. Donc, on peut s'arrêter là, fermer la porte, ou ouvrir la porte, et après contrôler effectivement qu'il y a une redistribution de l'innovation. Et je pense que c'est toujours passé comme ça, et moi je suis plutôt dans ce sens-là. Avec un élément clé qui est quand même la donnée patient, qui reste aujourd'hui quelque chose de très sensible dans le domaine de la santé. Oui, mais vous voyez bien, justement, l'annonce, je pense que... Sur la certification de données. Sur la certification de données, je laisserai la parole après à Antoine sur ça, mais je pense qu'il il faut que toutes les choses soient mises en place pour être sûr qu'il n'y a pas des abus. C'est vrai. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait des excuses parce qu'on craint qu'il y ait des abus pour fermer la porte à des choses qui sont encore plus importantes et des défis qui sont encore plus importants. Donc on revient à cette question de ne pas se défausser sur le principe de précaution. Non, je pense que le principe de précaution est bien qu'elle soit là. À mon avis, comme scientifique, je pense que c'est bien qu'elle soit là. Il faut qu'il y ait un challenge, il faut qu'il y ait un contrôle. Dans la science, c'est un débat en continu, c'est un challenge en continu. Je peux avoir une bonne idée, mais les autres ont le droit vraiment de mettre en doute ma découverte jusqu'à tout le monde est convaincu, jusqu'à il y a une majorité de personnes qui est convaincue. En clair, ce que j'entends, oui à la compétition, on ne ferme aucune porte, ou coopétition, mais avec des règles claires. Et de la partnership, dans le sens que, justement, pour revenir à ce qu'Antoine disait, il y a une convenance pour tout le monde. Si Microsoft, pour dire Microsoft, mais autres structures aussi, sont capables d'avoir, par exemple, une puissance de calcul transversale ou des services qui sont transversales, ça permettrait à des acteurs de la santé comme nous de dire, bon, on va utiliser ces puissances-là pour construire des innovations dans des cas à nous chers, comme les cancers rares, mais peut-être en utilisant ces idées et ce qu'on a développé ensemble à Microsoft, pour donner un exemple, on pourrait dans le futur prendre cette idée et la transférer dans un autre niveau vertical de la santé, je pense à l'Alzheimer ou autre secteur. Donc je pense que tout le monde a gagné si on ne ferme pas les portes, si on a une collaboration intelligente, si on a un partnership, on est humain pour ça. Le maître mot, c'est donc collaboration et partenariat, Antoine. Oui, tout à fait. Et en fait, on a plutôt une vision, nous, de vouloir aider nos partenaires, nos clients à devenir des champions mondiaux de leur catégorie. Et si je prends le cas du débat aujourd'hui, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. L'ambition que nous avons, c'est d'être l'excellence mondiale du diagnostic et du traitement du cancer rare, notamment du sarcome, pour que la personne au fin fond de la Chine, au fin fond de l'Inde, au fin fond de l'Afrique ou au fin fond des États-Unis puisse bénéficier de l'excellence mondiale du traitement et du diagnostic du cancer
de la plateforme de télexpertise de Bergonié. Donc c'est exactement l'autre sens. Donc on ne va pas toujours tout dépendre des Californiens, pour quand même vraiment faire... On a vraiment des atouts pour être nous-mêmes, avec nos clients et nos partenaires, eh bien, promoteurs de ces plateformes. Et comptons sur l'excellence, notamment française, surtout sur l'oncologie, pour le faire. Hello Seattle. Merci infiniment, messieurs, pour ce beau cas d'usage entre l'Institut Bergonié et Microsoft en matière de données de santé et surtout de diagnostic des cancers rares.